La République française est, depuis 1789, une gigantesque opération de subversion orchestrée par les loges maçonniques les plus occultes. La laïcité n'est pas une neutralité, c'est une religion d'État athée et gnostique dont la vraie Dieu est la raison, celle-là même que les francs-maçons adorent sous le nom de grands architectes de l'univers. Tout crie la maçonnerie. Couleur du drapeau, 3 grades écossais, devise des loges devenue slogan national, obélisque de la Concorde, antenne luciférienne, Marianne, Isis babylonienne voilée, les fêtes révolutionnaires dans Notre-Dame étaient des messes noires publiques, l'être suprême de Robespierre n'était que Lucifer, renommé son projet est profondément antisocial, détruire famille, église, patrie et tradition pour imposer un État totalitaire qui endoctrine au genre fluide et à l'écologie punitive afin de dissoudre le peuple français et créer un homme nouveau sans Dieu ni racine. Ce n'est pas une démocratie, c'est une théocratie maçonnico-satanique habillée en progressisme. Preuve finale, leurs propres menaces, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Comment la révolution a imposé cette nouvelle France? Satan est-il parmi nous? Et à l'Élysée, comment la France peut retrouver foi en Christ? À ces questions répondra Alain Escada. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la réalité de la République. Qu'est-ce qu'est la République? Comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. C'est une pure républicaine des loges et des lumières. Donc pour cela, nous recevons Alain Escada, que vous aimez tous, que vous adorez tous, de Civitas International. Bonjour cher Alain. Merci Mike de ton invitation. Vraiment, une fois de plus, je suis content de me retrouver sur le plateau de Géopolitique Profonde TV et de pouvoir parler librement. C'est sans doute le dernier média où l'on peut parler librement. Et donc, je te remercie vraiment de cette invitation. Ça me fait très plaisir et on va se dire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Les meilleurs, les plus grands y écrivent. Et bien entendu, le maître du Logos, Alain Soral. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas le dernier bouquin, Les néoconservateurs, une élite impériale de Laurent Ozon, aux éditions Géopolitique Profonde. Et voilà, nous montons notre maison d'édition. Laurent Ozon est notre premier auteur. Donc allez-y. Commandez-le, c'est déjà un gros succès. En tout cas, c'est 20 ou 30 fois plus que Manuel Valls. Et ça nous fait très plaisir. Cher Alain, pourquoi j'ai voulu t'avoir ici en plateau? Parce que justement, tu fais une très grande conférence pour égalité et réconciliation à Lille, où justement tu vas parler de la République, parce que bizarrement, dans la fameuse dissidence, si je puis dire, la République, on n'en parle pas tant que ça, et elle est très épargnée pour le coup. Elle est souvent
intouchable. C'est clair qu'en tout cas au niveau des partis politiques qui sont censés représenter le camp national, ils sont tous en faveur de la République. Ils terminent tous leur discours par « Vive la République ». Et preuve en est, c'est que il vient d'être déposé il y a quelques semaines une proposition de loi visant, je cite, à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain. Et ce qui est significatif, c'est que cette proposition de loi a été déposée par des parlementaires issus de différents partis. Il y a parmi eux des députés macronistes, des députés LR et des députés du Rassemblement national. Et donc cette alliance républicaine qui va de la Macronie au Rassemblement national, elle est évidemment inquiétante. Elle est d'autant plus inquiétante quand on lit à la fois le préambule et les articles de cette proposition de loi telle qu'elle est avancée. Cette proposition de loi, je cite, vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l'apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux. Voilà, c'est très clair. Le dogme deviendrait la République. Le préambule de cette proposition de loi insiste, elle veut interdire et combattre tout projet politique et social fondé sur l'instauration d'un ordre religieux substitutif à l'État laïque. Ça signifie qu'en gros, quiconque serait un militant catholique prônant une société catholique se substituerait bien à l'État laïque. Le projet de rétablir un ordre chrétien en France s'opposerait de facto à cet État laïque qui deviendrait un dogme intouchable dans cette République. Et si l'on doit subir l'approbation de cette proposition de loi, l'article 1er qui est proposé, dans son paragraphe droit, 3 écrit « qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République se verra condamné d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion ou par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ça veut dire que si cette loi passe avec l'approbation des élus de Macron, des élus LR, des élus RN, et sans doute avec l'approbation de principe des socialistes et des mélenchonistes, faire une conférence contre la République, dénoncer la République, dénoncer les fondements de la République, dénoncer la réalité de l'histoire de la République, nous ferait tomber sous le coup de l'emprisonnement. Ça veut dire que publier sur Internet, sur les réseaux sociaux, des messages rappelant les horreurs commises par la République nous enverrait en prison. Or, qu'est-ce donc que la République a à cacher pour avancer une telle proposition de loi? Est-ce qu'ils ont peur de la contre-révolution, peut-être? Ils ont peur du pays réel, justement? Mais je voudrais, pour faire comprendre la nature réelle de cette République, parce que cette République, il faut comprendre qu'elle est un Moloch. Elle est un Moloch depuis 1789. Oui, parce qu'il y a République et République. Il y a la République athénienne, d'autres républiques, d'autres pays, et puis il y a une République française qui a une part qui est particulière par rapport aux autres républiques. La République française n'a rien de commun ni avec la République irlandaise, ni avec les républiques des autres pays. La République française, elle a cette particularité d'être intrinsèquement liée à la franc-maçonnerie. Elle est née dans les loges. Macron l'a dit, la franc-maçonnerie est l'atelier de la République. Et cette République, elle est un Moloch dans le sens où, dès sa naissance, elle s'est nourrie du sang des Français. Et elle ne cesse de le faire. Elle l'a fait avec la Révolution française. Et je vais m'attarder un instant à la lecture d'une déclaration de Pierre Lelouch.
c'est un ancien ministre, vous le savez, c'est ancien secrétaire d'État aux affaires européennes et au commerce extérieur. Ancien député. Ancien député, on le voit aussi comme chroniqueur sur d'autres plateaux. Et le 13 mai 2025, il prenait la parole au Centre européen du judaïsme à l'invitation du président du consistoire israélite. Et là, je tiens à m'appuyer sur sa citation. Que dit-il? Je cite: « Pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique et on l'a fait, on l'a nationalisée. Je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y eut quand même 300 000 morts dans l'ouest de la France. » Pierre Lelouch continue, « On attachait les curés et les nonnes nus pour les jeter dans la Loire, on exécutait les bébés. Il faut lire les rapports du général Turreau qui racontent comment on a maté les cathos dans l'ouest de la France. Après, on a viré les moines des monastères manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. » Ce sont les paroles d'un ancien ministre, le 13 mai 2025. Donc, vous voyez, il y a vraiment un côté assumé dans la classe politique républicaine actuelle. Assumée, elle est héritière de ces abominations qui ont été commises à partir de 1789. Et ça dépasse l'imagination, ce qui a été commis au nom de la République à travers la Révolution. Pour ça, pour être vraiment le mieux informé de ce qui a été commis, il faut aller lire les rapports qui se trouvent encore aux archives militaires. Pierre Lelouch citait le général Turreau. Le général Turreau commandait ce qu'on appelle les colonnes infernales, les 12 colonnes militaires envoyées par la Convention, le Comité de salut public, pour détruire toute résistance contre-révolutionnaire après la Révolution de 1789. Le 16 janvier 1794, le général Turreau écrit aux députés pour leur demander des consignes au sujet de la Vendée. Il écrit « Mon intention est bien de tout incendier, mais cette grande mesure doit être présente par vous. Je ne suis que l'agent passif des volontés du corps législatif. » Donc ce général demande bien de pouvoir massacrer toute la Vendée au nom de la République, mandaté par les hommes politiques de l'époque. Et il reçoit l'approbation. Le général Turreau écrit encore « Vous devez également prononcer d'avance sur le sort des femmes et enfants que je rencontrerai dans ce pays révolté. S'il faut les passer tous au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. » Et il va recevoir l'approbation des élus de l'époque, des représentants républicains, de passer par le fil de l'épée, et pire encore, les femmes et les enfants. Le 21 janvier 1794, le général Turreau donne l'ordre à ses 12 colonnes militaires de, je cite, « tout incendier sur le territoire de Vendée et de, je cite, « casser la tête de ses habitants à coups de crosse par motif d'économie à ne plus user notre poudre. » Oui, ce sont des abominations vraiment sans nom. Le devoir de mémoire dont on nous parle, mais qui soit fait à l'égard de ce qui a été commis à cette époque-là. Le général Turreau écrit encore, le 24 janvier 1794, de nouvelles consignes sont demandées au comité de salut public. Il écrit « Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants, que ceux qui, cachés dans le fond des forêts, auraient échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. » Le général Turreau a son nom inscrit sur l'Arc de Triomphe. Il est un héros. Il a massacré des centaines de milliers de personnes dans des conditions abominables. Il a ordonné à son armée d'embrocher des bébés
et il a son nom comme un héros sur l'Arc de Triomphe. Il a vécu après sur l'Empire, Louis XVIII, tout ça ou pas? Alors, après l'épuration qui s'est faite, il y a eu cette guerre entre les comités républicains. On a connu les décapitations de Robespierre, de Danton, etc. Il a été poursuivi devant les tribunaux. Il a failli être condamné, mais il y a eu une seconde offensive républicaine contre la Vendée et il a donc été mis à l'honneur et il est sorti de prison avec les honneurs républicains. Je vous cite encore le rapport du général Westermann. Westermann commandait l'une de ces colonnes infernales. Il écrit « Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. Suivant les ordres que vous m'avez donnés, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré des femmes qui, au moins par celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Les routes sont semées de cadavres. Il y en a tant que sur plusieurs endroits ils font pyramide. On fusille sans cesse à Savenay, car à chaque instant il arrive des brigands qui prétendent se rendre prisonniers. Nous ne faisons pas de prisonniers, il faudrait leur donner le pain de la liberté, et la pitié n'est pas révolutionnaire. Oui, tout est assumé, et on peut tout retrouver. Les différents officiers qui ont participé à ces massacres ont rédigé des carnets. Tous ces carnets sont soit aux archives militaires, soit aux archives du Sénat, et donc tout est consultable. Ils ont vraiment raconté dans le détail les abominations. Se rend-on compte qu'à l'époque, on a mis des enfants dans des fours, qu'on a envoyé des tanneurs pour tanner des peaux de Vendéens? On a fait ça. Vous savez, ça dépasse l'imagination. Hein. Mais pourquoi ça a été? Parce que la République française en elle-même, elle est l'œuvre du malin, c'est ça? Quelle est sa philosophie exactement? La Révolution française qui instaure la République, elle est effectivement démoniaque. Elle n'a instauré son pouvoir que par le sang, mais dans une soif de sang qui est celle d'un Moloch, c'est-à-dire vraiment d'une divinité sanguinaire qui a soif vraiment du sang des enfants. Faut le rappeler, c'est que on sait tous dans l'Antiquité ce Moloch auquel on sacrifie des enfants. La République, elle est cela. Elle est cela à l'époque, avec le sacrifice des enfants chouans vendéens. Elle est toujours cela avec le sacrifice des enfants avortés, qui sont aujourd'hui victimes d'une constitutionnalisation de l'avortement. Comment a-t-elle fait pour faire tomber la monarchie? Alors on sait, la Révolution, bien sûr, c'était le moyen, mais avant ça, comment est-ce qu'elle a comploté justement pour faire tomber la monarchie? Oui, ce sont des cercles, des salons, des loges qui se sont mis en place avec d'abord les Illuminés de Bavière qui ont préparé les Illuminés de Bavière qui sont ce qu'on appelle les Illuminati. Voilà, c'est la première appellation de ce qui va suivre comme étant les Illuminati. Les Illuminés de Bavière vont préparer le terrain à la subversion, à la transformation par la révolution de la société. Et ça va se faire avec, en partie, des nobles dévoyés, des intellectuels de l'époque, mais qui sont souvent des décadents. Et donc, il va naître un esprit maçonnique qui va se développer dans la bourgeoisie, qui en fait méprise le peuple. Cette bourgeoisie, elle veut simplement prendre la place de l'aristocratie. Elle est assoiffée, elle, des palais, des châteaux, des réceptions des nobles. Elle est jalouse des nobles. Elle ne veut pas remplacer
remplacer la noblesse par plus de place au peuple. Ça, c'est une propagande. La révolution s'est faite en massacrant allègrement le peuple. Dans l'imaginaire, la République tente de faire croire qu'il n'y a eu qu'une contre-révolution en Vendée et en Bretagne. C'est faux. La contre-révolution s'est propagée à travers toute la France et partout des massacres se sont faits. On parle évidemment des noyades de Nantes, mais on parle aussi des massacres à Lyon, des massacres à Toulon. Il faut se souvenir que à Nantes, on a organisé ce qu'on appelle les mariages républicains. Il s'agissait de lier un homme et une femme, généralement un prêtre et une religieuse, parfois un père et sa fille, parfois un frère et une sœur, de les lier nus, de les embarquer sur la Loire et de les y jeter pour qu'ils meurent noyés. On a ainsi massacré des milliers de personnes. Pas simplement à Nantes, mais ailleurs, des noyades comme ça ont été organisées à grande échelle. Vous savez, là encore, les rapports officiels sont effarants, vraiment effarants. Des rapports sont toujours disponibles, où, par exemple, le commissaire Benaben, qui accompagnait l'armée républicaine pour observer les noyades de Nantes, il écrit dans son premier rapport qu'on a noyé 200 personnes le jour de son arrivée. On en avait noyé la veille 300 et on devait en noyer le lendemain 1200. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment organisé. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas une dérive, ce n'est pas accidentel, ce n'est pas le fait de quelques soudards avinés. Non, c'est quelque chose de vraiment organisé, orchestré par l'État. Ce n'est pas simplement une action militaire. Cette action militaire, elle répond aux ordres des hommes politiques républicains de l'époque. Et ce qui se passe actuellement devrait rendre fiers, justement, ces mêmes gens qui ont fait cette révolution il y a plus de 2 siècles de cela, avec, par exemple, le mariage pour tous. Oui, bien sûr. Avec la GPA, PMA et toutes ces choses. Bien sûr. Et en fait, là encore, on retrouve systématiquement la marque de la franc-maçonnerie, bien sûr. Il faut se souvenir que en 2023, le président Emmanuel Macron s'est rendu au Grand Orient de France. C'est quand même la première fois dans l'histoire de la République qu'un président en exercice se rend dans une loge pour y tenir un discours. Qui plus est, ce discours a été filmé, diffusé par la chaîne YouTube de l'Élysée. C'est un document tout à fait officiel que vous pouvez retrouver. On sait ce qu'il dit, ce discours ? Oui, absolument. Alors, en novembre 2023, donc devant les membres du Grand Orient de France, Emmanuel Macron parle des destins jumeaux de la franc-maçonnerie et de la République. Il souligne l'apport de la franc-maçonnerie comme une vérité historique pour la République. Et puis, il revient en 2025, le 5 mai, cette fois-ci devant la Grande Loge de France, et là, il rend hommage au docteur Pierre Simon. C'est, si l'on peut dire, le père de l'avortement en France. Il rend hommage aux communards, les responsables de la Commune de Paris en 1870-1871, des gens qui ont quand même fusillé à l'époque, notamment un archevêque de Paris, des prêtres, des familles simplement parce qu'elles étaient considérées comme royalistes ou des familles de militaires. Ensuite, Emmanuel Macron déclare, je cite, que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille et demande que les francs-maçons s'emparent du débat sur la fin de vie. Nous sommes le 5 mai 2025. Il demande aux francs-maçons de s'emparer du débat de la fin de vie, donc d'être ceux qui vont vraiment entourer les préparatifs de la loi sur l'euthanasie pour la faire approuver par la société grâce à l'aide des médias. Il affirme que la franc-maçonnerie est l'atelier de la République. Il demande aux francs-maçons d'être conscients du rôle qu'ils sont amenés à jouer dans la République et de préparer avec lui le 120e anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État.
loi que Macron a présentée comme un aboutissement de l'universalisme des Lumières. Or là encore, les lois de 1905-1906, c'est pas anecdotique. Hein. Là, on nous présente la chose comme si c'est simplement l'intronisation de la société, de la neutralité, etc. Non, mais il faut remonter à l'histoire. Il faut aller chercher ce qu'a été cette époque. D'abord, les lois de 1905-1906, elles ne sont que l'aboutissement de lois préalables. Il y a une succession de mesures qui vont être prises à partir de 1880 contre les catholiques en France. En 1880, sous l'impulsion de Jules Ferry, il y a une offensive qui est menée contre les congrégations religieuses. À l'époque, en 1880, ce sont 261 couvents qui ont été fermés, manu militari. 5600 religieux qui ont été expulsés du territoire français. Que sont devenus ces couvents? J'imagine que ces couvents, l'État a mis la main dessus et sont peut-être des administrations. Alors l'État, ou peut-être des palais. L'État s'est souvent approprié ces couvents, pas tous. Parfois, l'Église a pu ultérieurement les récupérer, mais avec des situations assez rocambolesques. Ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que certes, la loi de la laïcité, c'est déjà d'abord un projet satanique, ça c'est une chose, mais c'est aussi un projet financier. Parce que l'État a réussi à prendre des dizaines de milliers de mètres carrés de foncier. Depuis 1789, l'État s'est approprié la majorité des biens de l'Église, c'est certain. Ce qui vaut beaucoup d'argent. Ce qui vaut beaucoup d'argent. Et évidemment, elle l'a fait en plus dans des conditions que les gens ne peuvent pas imaginer. Par exemple, quand il y a cette première législation anticatholique en 1880, en Provence, il y a une très belle abbaye, l'abbaye de Frigolet, qui est connue encore aujourd'hui pour un élixir que les touristes vont chercher lorsqu'ils visitent. C'est vraiment un très beau lieu près de Tarascon. Et il y a là des chanoines qui y vivent, ce sont des prémontrés, ils sont une soixantaine, et l'armée y va avec la gendarmerie pour les chasser, cette soixantaine de chanoines. À leur grande surprise, les gendarmes voient que 3000 catholiques de Provence sont rassemblés pour empêcher que ces chanoines soient expulsés. À l'époque, ce sont des grands noms qui sont là. C'est Frédéric Mistral, qui fait partie des 3000 catholiques, ce grand poète de la Provence, et là, parmi les 3000 catholiques qui empêchent l'armée d'expulser les chanoines. Et que décide la gendarmerie? Elle fait appel au préfet, le préfet fait remonter l'information au gouvernement, le gouvernement confie la chose au ministre de la Guerre, et l'armée envoie la cavalerie et l'artillerie, et on pointe des canons contre des Français catholiques. On pointe des canons contre des Français qui sont là simplement rassemblés pour empêcher que l'on expulse des chanoines. Ça vous donne une idée quand même de l'état d'esprit de la République. Ce sont des Français, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des Français. L'armée française est envoyée contre des Français. Et elle va le faire non seulement en 1880, mais elle va le refaire en 1886. 1886, c'est la loi Goblet. On chasse à ce moment-là les instituteurs ecclésiastiques. On interdit d'enseignement 3000 frères des écoles chrétiennes et on interdit d'enseignement 15 000 religieuses. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'école est gratuite. Elle est organisée en grande partie, effectivement, par le clergé. Et du coup, l'école est gratuite. Elle fait ascenseur social. C'est à travers ces écoles chrétiennes gratuites que des enfants de familles pauvres, repérés pour leur talent, leur intelligence par des prêtres ou par des religieuses, vont pouvoir aller jusqu'à l'université. On oublie de dire tout cela. Oui, parce qu'il faut débunker aussi un faux fait historique, une légende qui dit que c'est Jules Ferry qui a imposé l'école gratuite. Non, lui, il a imposé l'école gratuite laïque, évidemment. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Elle l'était avant lui. Elle était avant lui. 1902, Émile Combes, franc-maçon, forme le gouvernement et fait aussitôt fermer
encore 3000 écoles catholiques. Entre 1900 et 1904, ce sont pas moins de 17 000 œuvres congrégationnistes qui sont fermées sur ordre de la République. Qu'est-ce que c'est ces œuvres congrégationnistes ? Ce sont des écoles, ce sont des dispensaires, ce sont des maisons de charité. C'est-à-dire, en fait, ce sont des hôpitaux, ce sont des maisons de repos pour les personnes âgées, pour les personnes invalides. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, il y a organisé par l'Église, là encore, des maisons de santé gratuites. On peut se soigner auprès de religieuses qui ont une formation médicale. On peut envoyer des malades. On peut aussi trouver là des maisons pour que des personnes âgées, démunies, puissent finir leur vie dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, combien est-ce qu'il faut payer pour envoyer une personne âgée dans un EHPAD quand on n'a plus d'autre solution que l'EHPAD? Ce sont des sommes colossales. La République, elle a chassé tout ce qui était organisme de charité mis en place par l'Église, et il a tout remplacé par du payant. Jules Ferry a promis l'école gratuite, mais pour le reste, les hôpitaux, les EHPAD, l'aide aux orphelins, tout ça est payant. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Troisième République, c'est la République maçonnique ultime, ou est-ce que la maçonnerie est toujours aussi puissante, peut-être même plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'a été sous la Troisième République? Alors, c'est différent. C'est différent dans le sens où, à l'époque, la franc-maçonnerie, elle était effectivement toute puissante, mais surtout, elle donnait une impulsion identique à celle de la Révolution, c'est-à-dire le pouvoir par la force. Aujourd'hui, c'est plus subtil, mais ça n'en est pas moins plus agressif. C'est simplement une autre façon de présenter les choses. Mais est-ce que la franc-maçonnerie est toujours aussi puissante? Oui. Oui, mais c'est moins déclaré. Est-ce qu'on sait combien de députés, sénateurs, ministres, présidents font partie de loges? Alors, on ne sait pas, on n'a pas de chiffres précis sur l'appartenance des sénateurs ou des députés francs-maçons. On sait simplement qu'il y a une fraternelle parlementaire. Cette fraternelle parlementaire, elle regroupe donc tous les députés et sénateurs francs-maçons et tous les assistants parlementaires francs-maçons, et elle regroupe apparemment entre 350 et 400 personnes. Donc, évidemment, elle comprend aussi les assistants parlementaires. Mais ça vous donne une idée des proportions, malgré tout, de francs-maçons dans les assemblées parlementaires. Cette fraternelle parlementaire, donc, elle est interobédience. Ça veut dire que, que l'on soit du Grand Orient, de la Grande Loge de France, etc., tout se retrouve dans cette fraternelle parlementaire, et aussi, quel que soit le parti auquel on appartient. Et ça, c'est aussi important de bien comprendre dans le fonctionnement des institutions sous l'emprise de la franc-maçonnerie, que le débat politique est complètement vérolé par la franc-maçonnerie. Il serait naïf de croire qu'il y a un débat gauche-droite, ou qu'il y a un débat qui oppose le Rassemblement national au LR ou au MoDem. Non, ce sont effectivement des appartenances occultes qui déterminent en fait le vote final des élus. Soit qu'ils appartiennent à une loge, soit qu'ils appartiennent aussi au lobby LGBT qui aujourd'hui est aussi puissant que la loge. Mais je vais citer, pour donner une idée du poids de la franc-maçonnerie, je vais citer Alain Bauer. Alain Bauer a été le grand maître du Grand Orient de France. Aujourd'hui, on l'entend comme spécialiste, c'est un expert en tout. Il est sur tous les plateaux en permanence, mais cet ancien grand maître du Grand Orient, sur France 5, déclarait, je le cite, « Ce qui est étudié en loge le lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus est extrêmement rapide et surtout linéaire. »
voyez, c'est l'ancien grand maître du Grand Orient qui ainsi témoigne que la franc-maçonnerie est bien déterminante dans la mise en place des lois et qu'elle ne rencontre quasiment jamais une opposition qui l'empêche d'aboutir. On va quand même un peu définir la maçonnerie, parce que moi j'ai fait des reportages sur la maçonnerie, et bon, malheureusement dans Paris, et les gens me répondaient, oui, mais c'est un club philosophique, machin. Bon. Voilà, donc ça, oui, on comprend que les gens, en fait, oui, ils pigent plus rien. La réelle définition de la maçonnerie. La franc-maçonnerie est une société secrète. Déjà, le simple fait qu'elle se définisse comme une société secrète montre qu'elle a des choses à cacher. Si l'on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin d'être dans l'occulte. C'est une société secrète qui vise à remplacer l'ordre naturel, l'ordre établi, par une subversion dans la société, une subversion qui est à la fois subversion de la famille, subversion morale, subversion des institutions, subversion aussi de l'ordre social. Est-ce que c'est le bras armé, on va le dire, de l'antéchrist ? Alors, c'est de toute évidence, la franc-maçonnerie est effectivement luciférienne. Alors évidemment, les premiers grades n'en ont pas souvent conscience. Aujourd'hui, le recrutement de la franc-maçonnerie est plus difficile qu'auparavant, et le recrutement se fait souvent dans les petits grades auprès de gens qui espèrent trouver là une façon d'égoter de bons contrats, des aides juridiques, qui envisage d'avoir des procès, se dit que s'il est membre de la loge, il trouvera plus facilement un magistrat qui, sachant son appartenance, sera clément à son égard ou sera en sa faveur. On sait qu'une proportion très importante des commissaires de police sont francs-maçons. On sait que le ministre de l'Intérieur est traditionnellement franc-maçon. On sait qu'une grande partie du corps enseignant est franc-maçon, que les préfets sont généralement tous francs-maçons. Voilà. Il y a évidemment des corps de métier qui sont ciblés par la franc-maçonnerie parce qu'ils visent les endroits où ils pourront développer une influence à partir du plus jeune âge. Souvenez-vous, c'est Vincent Peillon qui a été très clair dans ce domaine. Vincent Peillon a été ministre de l'Éducation nationale. Vincent Peillon est un franc-maçon tout à fait assumé. Et Vincent Peillon a publié un livre qui s'intitule « Une religion pour la République ». Ce livre est paru aux éditions du Seuil en 2010. Je vous cite quelques propos de Vincent Peillon. Le premier propos, c'est une interview au Figaro en 2012. Le but de la morale laïque, il ne dit pas de la franc-maçonnerie, mais dans sa tête, c'est de cela qu'il parle, est de permettre à chaque élève de s'émanciper. Il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. C'est une obsession, en fait, arracher au déterminisme familial. En fait, cette emprise, cette volonté de prendre les enfants, de les couper de leurs parents, pour les formater par la République à travers l'enseignement. Vincent Peillon dit dans le livre « Une religion pour la République », toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Il dit encore dans une lettre du 4 janvier 2013 au recteur qu'il faut changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. Donc, changer la nature des enfants, les couper de leurs parents et introduire en eux le vice et l'inversion des mœurs à travers les cours d'éducation sexuelle. C'est-à-dire que tous les genders, non-binaires, transgenres et machin... Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qu'on a à la tête de ce pays, c'est vraiment le projet maçonnique. C'est le projet maçonnique. Et Vincent Peillon va encore plus loin dans son livre « Toujours une religion pour la République ». Il écrit « La laïcité française,
son ancrage premier dans l'école est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée, de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé, ce seront les hussards noirs de la République. Les hussards noirs de la République, c'est un terme qu'on utilise pour parler des enseignants. Donc là, tout est dit. L'école devient un temple maçonnique dans lequel on s'empare des enfants, on les coupe de leurs parents, du déterminisme familial, on les coupe de leurs parents, on les formate à l'idéologie maçonnique républicaine, on les souille, on les pervertit à travers des cours d'éducation sexuelle, et on en fait des moutons pour le troupeau républicain. Mais les maçonneries, sur ce que je comprends, c'est l'inversion. Donc c'est le contraire d'eux. Donc c'est l'antéchrist. Tout à fait. L'antéchrist, c'est le contraire du Christ. Oui, bien sûr. Et vous avez d'ailleurs déjà à de multiples reprises invité sur ce même plateau Serge Abad-Galardo, oui. Qui est un ami qui va pas très bien en ce moment, je crois. Malheureusement, qu'il va mieux. Je n'ai pas des nouvelles récentes, mais voilà bien quelqu'un dont le témoignage est de premier plan. C'est un ancien haut gradé de la franc-maçonnerie qui s'est converti à la foi catholique, qui a écrit plusieurs ouvrages précisément pour dénoncer le luciférisme de la franc-maçonnerie qu'il a pu constater de ses propres yeux en loge. Alors, on va passer sa seconde partie d'émission, mais avant ça, les petites annonces. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0. Merci à vous d'être si nombreux comme tous les soirs. Merci de votre confiance. Vraiment, ça nous touche énormément. On va continuer tout le temps à vous informer sur des choses qu'on ne vous informe pas d'habitude, enfin que les autres ne vous informent pas, à faire venir des invités qui ne viennent nulle part ailleurs. Vous allez voir, on est vraiment des médias indépendants chez nous. Donc n'oubliez pas non plus de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous pourrez être membre avec Alain Soral, maître du Logos. N'oubliez pas bien entendu aussi le dernier ouvrage de Laurent Ozon, Les néoconservateurs, une élite impériale, aux éditions Géopolitique Profonde. Donc, la République, c'est aussi un drapeau. On nous a expliqué depuis qu'on est enfant, dans la fameuse école républicaine, que le bleu et le rouge, c'est les couleurs de Paris, agrémenté du blanc, les couleurs de la monarchie. Est-ce que ça, c'est une réalité ou pas ? Le drapeau français, tout comme l'hymne, la Marseillaise, sont des œuvres de la franc-maçonnerie. La Marseillaise est un hymne créé par un franc-maçon, la franc-maçonnerie l'a reconnu, l'assume, le revendique. Le drapeau français... Donc, Rouget de Lille était franc-mac. Rouget de Lille était franc-maçon, et c'est quelque chose qui est désormais totalement incontestable. Donc cet hymne que l'on chante, eh bien, en fait... Quiconque n'est pas républicain ne peut pas chanter cet hymne sachant qu'il est franc-maçon. Le drapeau français tel que on le connaît, 3 bandes tricolores, ces 3 bandes évidemment correspondent à un signe franc-maçon. 3 points. Ah oui. Ah bon ? Cette considération de ces 3 bandes, c'est effectivement une volonté d'entrer dans une symbolique franc-maçonne. Alors il faut se souvenir que avant la Révolution française, le drapeau français est fait de fleurs de lys, que les drapeaux militaires français sont en forme de croix,
que vous avez les drapeaux de l'armée française avant la Révolution sont des drapeaux carrés avec une croix au centre, une croix blanche, et autour vous avez effectivement du bleu et du rouge. Les bleus, le blanc et le rouge sont bien des couleurs effectivement qui étaient utilisées avant la Révolution française pour identifier la France. Mais le drapeau français était soit fleur-de-lysée, soit utilisait ces trois couleurs, mais avec toujours la croix au centre. Oui, parce que avant, la France, elle était catholique. Cette idée de France, fille aînée de l'Église, elle est vraiment ancienne. Elle est née avec le baptême de Clovis. Elle a toujours été perpétuée jusqu'à la Révolution française. Et partout de par le monde, la France avançait avec cette chrétienté assumée, revendiquée. Donc ce sont des logos franc-mac. Voilà. Oui, on a un drapeau franc-maçon, il faut le dire. Oui, on a un drapeau franc-maçon, et du reste, vous avez des apparitions diverses qui ont, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a à certains moments des apparitions reconnues par l'Église qui, en fait, donc demandent de changer de drapeau. Et donc, des apparitions parfois qui ont vraiment joué un rôle important. Apparaît le monial. Donc il y a cette demande de la Sainte Vierge de mettre du coup le cœur sacré, le Sacré-Cœur de Jésus sur le blanc de ce drapeau pour, disons, inverser la symbolique maçonnique de cet étendard. Je salue d'ailleurs nos amis pour le réalisateur qui ont réalisé ce merveilleux livre du Sacré-Cœur, qui est déjà à 400 000 entrées. Ce qui est remarquable, ce qui est vraiment remarquable, très peu de pub, alors qu'il est combattu, là encore, par précisément cette franc-maçonnerie qui est à la tête de différentes institutions. Quand on pense que la RATP a interdit l'affichage du promotionnel de ce film Le Sacré-Cœur dans les stations de métro, alors qu'il y a fréquemment toutes sortes de publicités infâmes qui, elles, sont acceptées. Alors, Marianne, est-ce que Marianne est un symbole aussi franc-maçon? Naturellement. D'ailleurs, le premier élément qui vous permet de vous en apercevoir, c'est le bonnet phrygien qu'elle porte sur la tête. Ce bonnet phrygien est un symbole franc-maçon. C'est un symbole républicain franc-maçon. Bien sûr, la Marianne est une symbolique maçonnique. Quoi, elle est contre la Vierge? Alors, on pourrait dire que c'est quasiment c'est une symbolique d'une femme prostituée face effectivement à la Vierge, signe de pureté. Oui, c'est antagoniste, bien sûr. Ce sont deux visions du monde qui s'opposent. La Marianne, oui, c'est la prostituée de la République. Et nous avions Robespierre qui commence à revenir à la mode chez LFI, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, Mélenchon se revendique d'être un héritier de Robespierre. Et nombre de ses disciples, députés. Il faut savoir aussi qu'il y a une station de métro Robespierre. Oui. Sur la ligne 9 du côté de Montreuil. Robespierre, c'était quoi? Il avait créé l'être suprême. Qu'est-ce que c'était, ce fameux être suprême? Mais toute cette symbolique est évidemment, là encore, maçonnique. Alors, il y a la déesse Raison aussi, qui apparaît à de multiples reprises dans le vocabulaire de la République naissante. On vise évidemment, par cet être suprême et par cette déesse Raison, à éloigner les Français de la religion catholique, la religion qui est communément admise en France avant la Révolution. On sait bien que les gens ne peuvent pas être coupés de spiritualité, et donc la Révolution, et Vincent Payon le dit dans la citation que je vous ai lue tout à l'heure, la République a voulu instituer une spiritualité de la République. Elle a voulu substituer à la religion catholique sa propre religion, qu'elle a appelée laïcité, mais qui est en vérité la laïcité de la franc-maçonnerie, le règne spirituel de la franc-maçonnerie sur la République, et comme on l'a dit, cette franc-maçonnerie, elle est luciférienne. Mais elle a en plus remplacé
les fêtes catholiques à l'époque par ses propres fêtes révolutionnaires qui avaient des noms dingues, genre la fête du chien, comme ça, quoi. Oui, oui, tout à fait. Des folies, en fait, du temps. Et on voit bien que l'on poursuit aujourd'hui cette même volonté, que l'on cherche à éliminer toutes les références au christianisme, que l'on ne veut plus parler de Noël, mais des fêtes d'hiver, que l'on ne veut plus parler de Pâques, que l'on ne veut plus... C'est une obsession de la République et de la franc-maçonnerie de systématiquement chercher à effacer toutes les traces de la chrétienté en France. Et lorsque des éléments de chrétienté sont indéboulonnables, comme Notre-Dame de Paris, eh bien, alors là, la République cherche à s'en emparer pour la transformer et la bouleverser et installer ses propres symboles, encore une fois. Elle y a réussi. En enlevant le Saint-Sépulcre. Bien sûr, elle y a réussi. Elle y a réussi comme elle a réussi à la Sainte-Chapelle. Hein, rappelons que la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, elle est complètement vidée de son rôle voulu par Saint-Louis. Il n'y a plus rien en fait à la Sainte-Chapelle. C'est un nom pour attirer encore les touristes, mais il n'y a plus rien que l'on peut payer. Il n'y a plus aucune relique. Vous savez que notre ami Francis Lalanne a été empêché simplement de réciter un chapelet à la Sainte-Chapelle. C'est quand même hallucinant. Cet endroit a été créé selon la volonté du roi Saint-Louis pour y être un reliquaire. Je voulais dire, le reliquaire était remplacé, j'ai dit sépulcre. Le reliquaire, oui, le reliquaire. Donc, le reliquaire, la Sainte-Chapelle devait être un reliquaire, et la République, voilà, en a fait une espèce mais Notre-Dame, il y avait ce reliquaire, c'est pas Saint-Sépulcre, reliquaire, excusez-moi, je me suis trompé, bon, qui était celui de Saint-Louis. Alors je sais plus où il est maintenant, je sais plus ce qu'il est devenu, en tout cas il a été enlevé de Notre-Dame pour être remplacé par un reliquaire qui est une symbolique à base de Dieu. Alors, je suis plus retourné à Notre-Dame. En tout cas, j'ai vu les photos, on a montré ici les photos. Parce que l'œil, je crois, a une importance flagrante au sein de la franc-maçonnerie, ces fameux yeux-là. Alors, il y a toute une série de symboliques qui, évidemment, sont significatives dans l'emprise maçonnique. Alors, l'œil en soi n'est pas toujours une représentation maçonnique. Ça, il faut malgré tout en avoir conscience. Dans beaucoup d'églises anciennes, vous pouvez retrouver, notamment sur des confessionnaux, une représentation d'un triangle et à l'intérieur de ce triangle, un œil. À l'époque, ce n'avait pas de connotation maçonnique, c'était la représentation de l'idée que Dieu voit tout. Dieu est partout, Dieu voit tout. Mais évidemment, aujourd'hui, dans l'emprise maçonnique sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, là on sait bien que, avec la volonté manifeste du couple Macron d'y laisser sa marque, on est dans vraiment quelque chose là de volontairement, effectivement, démoniaque. Et tout y passe. C'est le mobilier qui est complètement délirant. Il y avait là un mobilier liturgique magnifique qui n'était pas abîmé, qui a été remplacé par du grand n'importe quoi. Ce sont des vitraux qui étaient parfaitement impeccables malgré l'incendie, qui malheureusement sont donc remplacés par des horreurs créées, là encore, par quelqu'un qui a un passé subversif. C'est notamment une personne qui est connue pour ses œuvres pornographiques, qui a été choisie pour... L'artiste française ? Oui, qui a été choisie pour organiser donc la nouvelle gamme des vitraux. L'Élysée a vraiment imposé sa marque. Je rappelle, c'était d'ailleurs ce même Macron qui,
dans une interview au Financial Times, avait parlé de la bête. Hein. La bête de l'événement. La bête de l'événement. Et on voit bien, effectivement, que tout au long de la présidence de la République d'Emmanuel Macron, il y a effectivement ces indices d'une présidence qui est sous l'emprise maçonnique et donc sous l'emprise luciférienne. Et satanique, de plus en plus, je le vois. Toulouse. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Toulouse, dernièrement, Montpellier, il y a 15 jours de cela, Montpellier, messe noire, Montpellier, financé par la mairie de Montpellier, le diable ne se cache plus. Bien sûr, le diable ne se cache plus. Alors, là encore, quelques citations. C'était Gilbert Abbas, ancien policier aux renseignements généraux, dans le journal La Dépêche, en 2012, il déclarait déjà « Le satanisme est bien installé à Toulouse ». Eh bien, on le voit, effectivement. C'était en 2012. Aujourd'hui, on a vu ce défilé des machines diaboliques. On sait que... il y a vraiment aujourd'hui une multitude de francs-maçons en France. En 2008, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires chiffrait à 25 000 le nombre de personnes touchant au satanisme en France. 25 000. 25 000. En 2008. Qu'en est-il maintenant avec une telle promotion du satanisme, une telle promotion. D'ailleurs, dans ce dernier, enfin avant-dernier, oui, bien sûr, Civitas International, montrons-le. Voilà, on en a fait la publicité cet été. Satanisme et mondialisation. On a vu en Amérique la création de temples à la gloire de Satan. Bien sûr. Et ce qui vient d'Amérique, forcément, va arriver en France. Hein. Mais qui plus est, ces Jeux Olympiques qui avaient évidemment à Paris une signification toute maçonnique et satanique, eh bien, ce n'est pas non plus une vue de l'esprit de complotiste. Après la diffusion de par le monde des images des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, le temple satanique qui a pignon sur rue aux États-Unis, ce temple satanique qui a reçu la validation comme une religion reconnue aux États-Unis, a félicité Emmanuel Macron par un communiqué considérant que ces Jeux Olympiques étaient bien des sens sataniques. Moi, je vais te dire, cher Alain, je pense que nous, médias, devons de plus en plus en parler parce que le diable rentre, là il rentre même plus par la fenêtre, il rentre par la grande porte. Et j'ai reçu ici plusieurs fois notre ami Sylvain Studer. Bon, il est comme il est. Par contre, il a écrit un excellent livre où il parlait de Macron, l'antéchrist parfait. J'ai pas au début, bon, j'étais un peu circonspect au début, mais en voyant ce que devient la France, les décisions prises par le pouvoir, la symbolique qui est de plus en plus montrée dorénavant, je me pose vraiment, et puis en plus les preuves que notre ami Sylvain a données, parce qu'il est théologien, il met à chaque fois des versets du Nouveau Testament, accolé au diable et donc aussi à Macron, je me demande si dans le fond, il n'a pas raison. Alors je me garderai bien de oui, mais c'est tellement troublant, c'est tellement troublant. Tout au moins, il est évident qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est un porteur du satanisme en France, est un porteur de la franc-maçonnerie luciférienne en France. C'est certain, depuis le début, depuis le premier jour de sa cérémonie d'investiture, sa gestuelle... Oui, toute la symbolique déjà, bien sûr, devant la pyramide. Dès le départ, sa gestuelle, elle est maçonnique et luciférienne. Dès le départ, bien sûr. Tout au long de son mandat, il aura été fidèle à cette ligne-là. Et donc, c'est incontestable. Et on voit bien qu'effectivement, sous son mandat aussi, toute une série de nouvelles législations sont entrées en vigueur qui entrent toutes dans cette idée d'une république Moloch. Hein, la constitutionnalisation de l'avortement qui donc implique que, oui, cette république, elle veut que les femmes avortent. Il y a cette volonté
d'organiser la légalisation de l'euthanasie, dont on sait que cela aboutira non pas simplement, comme certains le croient naïvement, à réduire les souffrances de personnes malades incurables, mais non, ça aboutira à une sélection sociale. On sait que cette législation de l'euthanasie, dans d'autres pays, elle est déjà l'occasion de proposer la mort simplement aux SDF. Je vous rappelle qu'au Canada, les sans-abri, tout comme d'ailleurs même les invalides militaires, au Canada, on est à ce point méprisant des vétérans militaires que lorsque l'on rentre d'opération en étant invalide et que l'on demande une aide au ministère de la Défense dans son département santé, les vétérans reçoivent une proposition d'être euthanasiés. Qu'est-ce que disent exactement les Saintes Écritures concernant justement l'arrivée de la bête, sa reconnaissance, moi j'ai l'impression qu'on est en plein dans l'époque, mais peut-être que les Saintes Écritures disent des choses plus précises. Vraiment, je ne suis pas théologien. Et donc, je ne veux pas me lancer dans ce type d'analyse. Je sais qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits avec certains passages, mais je me garde bien, moi, de mettre en avant ces passages. Je pense que, de façon manifeste, nous sommes dans une période où la franc-maçonnerie luciférienne règne et impose ses règles. Mais seul Dieu connaît le jour et l'heure. Et donc, je ne veux pas interpréter les Écritures pour essayer de pousser vos téléspectateurs à croire que nous sommes entrés dans cette phase finale. Je pense qu'il y a toujours lieu de combattre. Je pense que nous devons non pas considérer que c'est la fin des temps et qu'il n'y a plus qu'à nous mettre à prier pour être en mesure de mériter l'entrée au ciel, mais s'il faut bien prier, il faut aussi combattre. Et cette République, nous devons la combattre. Il ne faut pas être passif. Absolument, absolument. Si l'on considère que c'est la fin des temps, le temps n'est plus à ce moment-là au combat, le temps est vraiment à sauver son âme. Nous devons toujours avoir cette volonté de sauver notre âme, mais nous devons encore, en ce moment aussi, avoir vraiment cette volonté de combattre tant que faire se peut. Il y a mille raisons de combattre cette République, parce qu'elle est aussi antisociale, comme je le disais. Hein, aujourd'hui, les gens vont vous dire, oui, mais là, vous parlez de la République, de temps de la Révolution, vous parlez de la Troisième République, mais, parce que certains me l'ont dit, hein, mais la Cinquième, c'est quand même celle du général de Gaulle, qui était catholique, etc. Donc du coup, c'est pas la même essence. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là ? Alors, certes, le général de Gaulle allait à la messe, mais c'est pas parce qu'on va à la messe que, du coup, l'on met en place un régime qui est catholique. Alors, certes, aussi, le général de Gaulle était, en comparaison d'Emmanuel Macron, un bien moins pire chef d'État. Cependant, je rappelle un événement de l'époque du général de Gaulle, le 24 janvier 1960 à Alger, on est dans toute cette effervescence parce que le général de Gaulle veut abandonner l'Algérie, alors qu'il a promis précédemment de conserver l'Algérie française. Il y a une manifestation de Français en Algérie avec des harkis fidèles à l'Algérie. Ce général de Gaulle, que fait-il ? Il demande... Il laisse à ses autorités le soin de gérer l'événement. Le préfet ordonne à la gendarmerie de tirer sur les manifestants français fidèles à l'Algérie française, fidèles à la parole donnée. Ça vous donne une idée. On n'est pas là non plus dans une attitude de chef d'État catholique. La République, en permanence, sous toutes les phases de son histoire, elle aura eu ce même point commun d'agir contre les Français, de faire tirer contre les Français. Vous voyez, de 1789 à 1796, de 1880 à 1906,
En 1934, souvenez-vous, ce sont des anciens combattants qui défilent le 6 février 1934. Aujourd'hui, les médias disent « Ah, les ligues d'extrême droite Oui, mais là encore, allons voir les archives de l'époque. Les ligues qui défilent le 6 février 1934, ce sont des ligues d'anciens combattants, des héros de la Première Guerre mondiale. Et là encore, on ordonne de tirer sur ces anciens combattants. Il y aura 19 morts et 1435 blessés le 6 février 1934. Et ensuite, les événements d'Algérie. Et ensuite, plus près de nous, puisque ce n'est pas évidemment qu'un cours d'histoire que je vous fais, mais la façon dont la République a traité les Gilets jaunes. Combien d'éborgnés? On parle, je pense, de près de 200 personnes éborgnées. Des centaines et des centaines de blessés. C'est une permanence dans la façon dont la République traite les Français. La force, toujours, pour terrasser toute critique de la façon dont la République gouverne. Oui. Et elle s'est réarmée en plus. Elle s'est réarmée et toujours elle se montre dure devant les Français, face aux Français. Lorsqu'il s'est agi de mater méchamment les Gilets jaunes des Français simplement affichant leur légitime colère, on a sorti des véhicules blindés de la gendarmerie que l'on ne sort jamais contre les émeutiers. Lorsqu'il y a des émeutes dans des banlieues, lorsqu'il y a des pillages sur des grandes avenues, on ne voit jamais ce matériel être déployé. Ce matériel n'est toujours déployé que contre des Français, contre les Gilets jaunes, contre des paysans. Et là, en plus, les paysans, ils vont avoir droit au Mercosur. Bon, c'est pas faute aussi d'avoir prévenu, parce que certains y ont cru. Hein, Et d'ailleurs, j'ai vu la vidéo d'un des paysans qui est là. Oui, absolument. Il est interviewé. Oui. Guillaume Mercadal. Donc, allez-y. Quelqu'un que je ne suivais pas tellement, mais j'ai vu une de ses vidéos qui était excessivement intéressante, où il explique, je crois cette semaine-là, où il était à l'Élysée, et où il explique comment tous les représentants des syndicats agricoles se couchent face à Macron. Oui. Et lui-même dit, et ce sont ses mots à lui, oui. Il dit « J'ai vu un mec diabolique ». Oui, tout à fait. C'est ses mots. Absolument, oui. Et il dit qu'il a eu besoin de 36 heures pour s'en remettre. Mais c'est pas le premier qui m'a dit ça. Tout à fait. J'ai plusieurs témoignages, dont notre ami Nicolas Stocker, qui m'a dit la même chose, parce que Nicolas Stocker était à l'époque, je crois, proviseur adjoint, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement quel poste il avait, au collège où travaillait Samuel Paty, et donc il a pu voir Emmanuel Macron. Il m'avait dit aussi qu'il avait ça dans son visage, quoi. Son regard, ses expressions. Alors, après, on peut être possédé sans être l'antéchrist. Hein. Non, il y a évidemment, mais moi je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont, je dis peut-être pas l'antéchrist, mais en tout cas quelque chose de pas sain. Ça, c'est une évidence. Il y a dans la personnalité de Macron, sous tous ses aspects, quelque chose de profondément démoniaque. Et oui, la maçonnerie, elle en a fait sa chose. Et ce Pierre-Guillaume Mercadal, qui m'a pas l'air d'être, je sais pas, peut-être c'est pas un pilier d'église, je pense. Voilà. Et que lui ait ressenti, en parlant la semaine dernière à l'Élysée, à Emmanuel Macron, qu'il ait ressenti ça, qu'il ait utilisé en plus ce terme. Oui, tout à fait. Moi, je vais te dire une chose, cher Alain. Satanisme, Lucifer, etc., ce sont des termes qu'on n'utilisait pas en France avant 2020, ça c'est sûr. Ou vraiment entre amis, entre nous, comme ça, mais que les gens, de plus en plus, moi je le remarque, le disent à mon micro, le disent dans des chaînes YouTube. Il y a une prise de conscience. Évoquent le sujet, utilisent le champ lexical. Et évidemment, sur la personne d'Emmanuel Macron, moi je trouve ça... oui, c'est saisissant. Oui, c'est saisissant, tout à fait. Et il n'y a pas tant de chefs d'État, de parlement qui sont
perçu de cette façon-là. Ben oui. C'est certain, c'est certain. Mais comment se fait-il que des gens voilà, qui sont pas... voilà, qui sont des Français normaux, en arrivent à utiliser dorénavant ce champ lexical. Oui. Alors, il est certain qu'on n'a jamais vu dans une telle ampleur la marque du diable partout. Au cinéma, dans le monde de la musique, de la chanson, dans les clips musicaux, c'est manifeste évidemment. Quantité de célébrités dont leurs clips vidéo utilisent des symboliques maçonniques en même temps que des symboliques lucifériennes, des symboliques sataniques. On n'a jamais vu les satanistes avoir une telle visibilité, une telle importance, un tel champ d'action. Et toutes ces lois mortifères, cette culture de mort qui s'est installée en France et plus largement en Occident, que l'on ne retrouve pas sur d'autres continents dans les mêmes proportions. Tout ça, évidemment, est extrêmement significatif. Et c'est normal que la France soit particulièrement ciblée par le diable et par les satanistes. Parce que si l'on accepte cette idée que la France a une mission particulière, qu'elle est la fille aînée de l'Église, que par cela, elle a un rôle à jouer dans le concert des nations pour être porteur de lieutenant du Christ de par le monde, à ce moment-là, on comprend mieux quelle est la cible de toutes les attaques et que tout est fait par le diable et par les satanistes pour s'emparer de la France et détruire tout ce qu'il y a de chrétienté en France. Je dirais même catholicisme romain. Oui, bien sûr. C'est ça, en fait, arrêtez. C'est le catholicisme romain, parce que j'ai été d'ailleurs j'ai fait un reportage sur une manifestation dite chrétienne. Moi, je pensais que c'était catholique, mais bon, c'était chrétienne en réalité. Et j'y ai vu des infiltrations d'évangéliques, de je ne sais quoi, enfin, tous ces trucs liés au protestantisme anglo-saxon, qui pour moi est hérétique. Hein. Mais bien sûr, faut se dire les choses. Hein. Je partage tout à fait ce point de vue. Et j'ai l'impression que justement, le diable utilise ce cheval de Troie pour s'incruster au Vatican. Vatican II se protestantise. Mais là, on le voit ces jours-ci avec la nouvelle décision du Vatican de transformer les qualifications apportées à la Sainte Vierge Marie. Ah bon ? La Sainte Vierge Marie est corédemptrice. Selon la tradition de l'Église, c'est-à-dire que elle participe au salut. Le Vatican vient d'annoncer ne plus vouloir l'utilisation de cette expression de corédemptrice. Pourquoi ? Pour ne pas déplaire aux protestants. C'était quand ça ? C'est il y a quelques jours à peine. Ah bon ? Il y a quelques jours à peine. Oui, parce qu'il faut rappeler que les protestants... C'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est un affront extraordinaire fait à la Sainte Vierge et donc à toute la tradition catholique. D'ailleurs, les protestants ne fêtent pas le 15 août, par exemple. Bien sûr, évidemment. Les protestants n'ont pas de dévotion à la Sainte Vierge. Et donc, en l'occurrence, on voit qu'au Vatican, ces jours-ci, pour donner des gages aux protestants, eh bien, on réalise un affront incroyable à la Sainte Vierge. C'est vraiment inouï. Est-ce que le Vatican est infiltré ? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et là encore, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Sur votre plateau, ici même, vous m'aviez invité, à peine Léon XIV était-il élu, vous m'aviez demandé de donner mon avis sur ce sujet. J'avais dit que c'était la pensée de François dans les habits de Benoît XVI. On y est vraiment. On est dans cette subversion de l'Église qui se poursuit, qui a, disons, illusionné pendant plusieurs mois des milieux conservateurs, trop naïfs et réjouis de voir des habits tout simplement classiques portés par le nouveau pape. Mais dans les faits, on est bien dans la poursuite d'une subversion à l'intérieur même de l'Église qui est catastrophique.
comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ah ben ça c'est certain. Et là vraiment, tout y est, que ce soit la poursuite du programme LGBT au sein de l'Église, mais là vraiment on atteint le paroxysme lorsqu'on s'en prend directement à la Sainte Vierge, officiellement pour plaire aux protestants. Là c'est vraiment, ça dépasse l'imagination. Tomber aussi vite, aussi bas, dans une opération de subversion qui ne rencontre malheureusement pas la résistance qui devrait naître parmi le monde catholique. Il devrait y avoir une levée de boucliers de par le monde des prélats, des cardinaux, des évêques. Partout dans le monde, les catholiques devraient remuer ciel et terre pour faire entendre le refus d'appliquer de telles directives. Et hormis le champ de la tradition, ben malheureusement, on n'entend pas grand-chose. Et cette tradition, elle est vraiment ciblée aujourd'hui. Hein, quand je reviens à cette façon dont la République, elle veut vraiment porter le coup aux catholiques, dans un domaine bien particulier, je souligne auprès de vos téléspectateurs, il y a des écoles hors contrat catholiques qui sont sous la présidence d'Emmanuel Macron, qui sont vraiment ciblées, harcelées par des contrôles, des inspections. Il va sans dire qu'on ne constate pas ce même harcèlement sur des écoles hors contrat d'autres confessions. Oui, parce qu'il faut dire les choses aussi aux gens, c'est que mettre vos enfants dans des écoles catholiques avec le contrat éducation nationale, ça ne suffit plus. Absolument, absolument. Désormais, l'emprise du programme républicain, elle est bien sûr dans toutes les écoles, y compris celles considérées comme conservatrices. Elle est même présente dans les écoles sous contrat, et il n'y a vraiment que les écoles hors contrat qui parviennent, vaille que vaille, à préserver vos enfants. Mais vous voyez, c'est une cible de choix de cette république maçonnique et luciférienne. Ces écoles hors contrat deviennent vraiment victimes d'un harcèlement incessant partout en France. Comment on peut savoir où se situent ces écoles hors contrat Alors, il y a différents sites sur Internet qui recensent les écoles hors contrat à travers toute la France. Alors, vous avez en plus des écoles hors contrat classées selon des congrégations religieuses. Vous avez les écoles hors contrat pour garçons de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Vous avez les écoles hors contrat pour filles tenues par les religieuses dominicaines. Vous avez toute une série d'écoles hors contrat. On peut trouver peut-être à Civitas International, peut-être, parce que aujourd'hui, on ne peut plus faire l'école chez soi. Malheureusement. Voilà, les écoles catholiques sous contrat, bon, bah, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un annuaire, peut-être, où on peut trouver ou pas ? Je pense qu'il y a certainement une association qui recense toutes les écoles hors contrat, mais en tout cas, si parmi vos téléspectateurs, il y a des gens qui cherchent des conseils, n'hésitez pas à écrire au secrétariat de Civitas International, et à ce moment-là, on fera le nécessaire pour vous aider à trouver l'école hors contrat la plus adéquate, la plus proche de vous, chez vous. Dernière chose, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça signifie réellement ? Là encore, c'est évidemment une devise maçonnique. Là encore, évidemment, c'est une volonté d'inscrire sur le frontispice des écoles une devise maçonnique destinée à éloigner les enfants et leurs parents de la foi catholique. Liberté de quoi ? Liberté de s'éloigner de Dieu. Liberté pour le vice, liberté pour le mensonge, liberté pour l'inversion des mœurs, liberté pour la franc-maçonnerie de vouloir s'emparer de vos enfants. L'égalité, quelle égalité ? L'égalité entre la vérité et le mensonge. L'égalitarisme même. Et l'égalitarisme, bien sûr. Mais là encore, c'est la volonté de combattre
la vérité, parce qu'il existe une vérité. 2 plus 2 égale 4, c'est une vérité mathématique. Il existe une vérité et aujourd'hui, on cherche dans bien des domaines à vous faire croire que à chacun sa vérité. Vous n'avez pas à vous plier à un ordre naturel des choses. Mais la loi naturelle, on ne peut pas s'en affranchir si facilement. Si quelqu'un, par exemple, se laisse berner par les cours d'éducation sexuelle lorsqu'il est jeune et suit ce formatage en faveur de l'idéologie du genre et se fait opérer, soi-disant, pour une opération de changement de sexe, il n'empêche que ces chromosomes, eux, n'auront pas changé et que la nature biologique, elle reste. On ne s'affranchit pas de la loi naturelle, là on aussi, ne s'affranchit pas de la biologie. C'est une inversion. Transition, ce mot mais transition. voulu par les mêmes, toujours voulu par les mêmes. Transition de genre, transition économique, écologique. Bien Ce sûr. mot est devenu à la mode. Bien sûr, bien sûr. Transidentité, c'est aussi bien le transgenrisme que de plus en plus la volonté de s'affranchir même de son identité nationale, de son identité locale. Le multiculturalisme participe aussi d'un transidentarisme. Et la fraternité? La fraternité, c'est frère 3 points. C'est pas la fraternité. C'est pas la solidarité. Ce n'est pas la solidarité, ce n'est pas la charité, c'est la fraternité qui, pour le coup, c'est la fraternité et l'égalité entre frères 3 points. Entre frères 3 points. Il y a des citoyens plus égaux que d'autres. Ce sont les frères 3 points, les francs-maçons. Est-ce que il va y avoir une forme d'évolution au sein de cette République? Est-ce que la dernière étape, c'est ce fameux gouvernement mondial voulu par Jacques Attali? Ouais, il est évident que si on aboutit à ce nouvel ordre mondial avec la gouvernance mondiale, on entre dans un totalitarisme mondialiste qui va être un véritable rouleau compresseur, et on y va, c'est vrai, a priori on y va tout droit avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement de la monnaie numérique, avec le développement du transhumanisme. Oui, tout cela laisse malheureusement présager que on va effectivement connaître ce temps apocalyptique. On va les connaître, malheureusement, mais on peut s'en affranchir et on peut s'en défendre. Ça, il faut le dire quand même aux gens. Oui, et il faut ne pas renoncer. Nous sommes encore dans un temps où nous pouvons combattre. Il ne faut pas renoncer. J'appelle d'ailleurs les catholiques qui le souhaitent à rejoindre Civitas International. Comment on le fait d'ailleurs, tiens? Vous allez sur le site, vous allez sur Internet, vous tapez Civitas International. C'est sur l'écran. Voilà, vous avez le lien. Vous pouvez à ce moment-là vous adresser au secrétariat de Civitas International. Vous pouvez aussi trouver les liens pour adhérer à Civitas International. Vous pouvez nous proposer votre aide, vos services. Nous avons besoin d'aide en bien des domaines. Nous avons besoin de graphistes, nous avons besoin de caméramans, nous avons besoin de rédacteurs, nous avons besoin d'informateurs. Il faut vraiment créer des réseaux partout. Et pas simplement en France, partout, il faut créer des réseaux pour combattre ce nouvel ordre mondial des sciences sataniques. Malgré tout, on remarque quand même que une résistance catholique se forme. On a parlé tout à l'heure du film Sacré-Cœur. Quand même 400 000 personnes. Hein. Moi, je les ai fait venir ici, nos amis Sabrina et Steven. Ça a énormément marché. Je suis allé faire un reportage devant les cinémas pour demander aux gens ce qu'ils pensaient du film. Et les gens étaient conquis pour la plupart, pour le coup. Il y a quand même une résistance qui se fait et elle n'est pas négligeable. Absolument. Et j'invite particulièrement ces 400 000 personnes qui ont été voir ce film à tirer les conclusions de leur appréciation positive de ce film. Si vous avez aimé ce film, Le Sacré-Cœur, allez jusqu'au bout. Et maintenant, défendez le Christ roi. Bataillez pour le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Ne vous contentez pas d'apprécier un film, mais devenez vous-même des acteurs de ce combat.
Le Sacré-Cœur de Jésus doit régner. S'il doit régner, vous devez participer à son règne en vous engageant dans cette bataille contre les forces du mal qui sont en ce moment déchaînées. Ouais, elles sont déchaînées et plus puissantes que jamais pour le coup, mais pas invincibles. Voilà, le dernier Civitas, voilà, lisez-le. Caritas, ça c'est la revue Caritas. La revue Caritas. Et avec un sujet extrêmement important, là aussi, la défense des paysans. Ô combien est-il nécessaire de défendre le monde paysan écrasé par le nouvel ordre mondial? On va dire le réel monde paysan, hein, pas bien la entendu. FNSEA, les syndiqués, les machins. Ça, ceux-là, ils dégagent. Bien entendu. Voilà, parce que ceux-là, ça va, quoi. C'est parce que... Ceux-là ne sont pas des paysans, ce sont des exploiteurs agricoles. Clairement. En tout cas, merci beaucoup, cher Alain. Voilà, Caritas, la revue du PRL. Est-ce qu'on peut retrouver aussi celui-là? Il y a toujours le numéro sur le satanisme et la mondialisation. Excellent. Et puis, je vous encourage aussi à trouver ce numéro sur l'Occident URSS 2.0 avec une interview de notre ami Xavier Moreau. Ah! Où est-ce qu'on peut retrouver ça sur le site aussi? Alors, tout ça est disponible sur le site Média Culture et Patrimoine. Donc allez-y, voilà, vous pouvez les recommander. En tout cas, merci à vous d'avoir été si nombreux. Je sais que ce sont des questions, des thématiques qui vous intéressent. On va en avoir beaucoup, hein, parce que je pense que c'est... pour moi, c'est la seule façon, en réalité, de s'en sortir. Parce qu'avant le Frexit, hein, il y a une marche avant, c'est la République. Hein. Voilà, parce que... Et puis c'est un combat civilisationnel. Clairement. C'est un choix de société fondamental. Clairement. Merci à vous, merci à toi, cher Alain. Tu es le bienvenu ici tout le temps, quand tu le veux. Merci à vous d'avoir été si nombreux, passez une excellente soirée. N'oubliez pas, adhérer au Club Géopolitique Profonde. Alain Soral y écrit tous les mois. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous commentez, créez le débat. N'oubliez pas aussi, néoconservateur Laurent Ozon aux éditions Géopolitique Profonde. Passez une excellente soirée et demain on se retrouve à 19h avec Pierre Hillard. Allez, salut, ciao!